Bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre radio et télévision d'Enigma depuis Chicago aux États-Unis et la chaîne YouTube Dr Jean-Émile Reçoit. Je voudrais aussi signaler que cette émission est retransmise en direct
sur la chaîne YouTube de la radio et télévision des NIPA. Nous recevons donc aujourd'hui deux illustres personnalités politiques du Gabon. Nous avons le docteur Daniel Mengara qui est en ligne depuis New Jersey aux États-Unis. Bonjour, docteur Daniel Mengara. Bonjour, docteur Daniel Mengara. Vous nous entendez depuis les États-Unis? Docteur Daniel Mengara? Bien, le docteur Daniel Mengara, je crois qu'il a un petit souci avec son micro. Nous allons aller du côté de New Jersey d'ici peu. Partons du côté de la France où nous avons le docteur Bruno Ben Moubamba en ligne depuis Reims en France. Bonjour. Bonjour, docteur Jean-Aimé Mouketou, vous m'entendez, je crois, n'est-ce pas? Je vous entends parfaitement. Désolé. Merci. Merci. Vous m'entendez? Je vous Désolé. entends parfaitement. Alors, nous Ah, allons aller du côté de New Jersey. Nous avons le docteur Daniel Mengara. Bonjour. bonsoir, bonjour, chers amis. Heureux de vous retrouver. Désolé du petit couac technique là, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, mais je suis là. Ok, merci en tout cas, merci d'avoir honoré notre invitation. Donc, nous avons le docteur Daniel Megara qui est en ligne depuis New Jersey et le docteur Beno Ben Mouramba qui est en ligne depuis Reims en France. Chères auditrices et auditeurs, voilà, donc nous allons organiser ce débat avec ces deux personnalités que vous connaissez déjà. Nous avons le docteur Daniel Megara, comme je disais, qui est en ligne depuis les États-Unis et monsieur docteur Bruno Benmoubamba qui est en ligne depuis Reims en France. Alors, nous allons débattre sur le sujet suivant, l'Afrique noire, insurrection et exception gabonaise. L'instant de vérité donc de nos deux invités, docteur Daniel Mengara et docteur Bruno Ben Moubamba. Alors, donc nous allons diviser ce débat en deux parties. Nous allons dans un premier temps parler d'une actualité internationale en rapport avec Haïti. Donc Haïti et la violence politique, l'éternel retour d'un serpent de mer. Donc, nous allons débattre sur ça. Ensuite, on reviendra sur la deuxième partie, donc sur le débat, qui sera centré essentiellement sur l'Afrique noire, insurrection et exception gabonaise. L'instant de vérité avec le professeur Daniel Mengara et le docteur Bruno Ben Moubamba. Alors, passons donc à l'actualité internationale, chers invités. Comme vous le savez, occupant le tiers de l'ouest de l'île d'Hispaniola, voilà, donc c'est dans les Antilles, avec une population d'environ 11 488 792 habitants. Haïti, comme vous le savez, chères auditrices et auditeurs, chers invités, est un État des grandes Antilles qui a une superficie de 27 750 km², indépendant, s'il vous plaît, depuis 1804. Et ce pays est couvert par une forêt de pins et qui dispose également de nombreuses richesses, je dis bien de nombreuses richesses, du sol et du sous-sol, à l'instar donc nous avons du bauxite, du cuivre, nous avons aussi du carbonate de calcium, de l'or, de l'argent, nous avons aussi du marbre, du pétrole, et ce pays compte également, je dis bien compte également des élites politiques, économiques, spirituelles, militaires, souvent diplômées, je pourrais même dire surdiplômées, éparpillées dans les 4 continents du monde, c'est-à-dire en Amérique, en Océanie, en Europe et en Afrique. Alors, nous nous posons la problématique suivante, chers invités, l'incapacité de ce pays, donc Haïti, la première république, comme je venais de le dire, noire, indépendante du monde, d'évoluer positivement ou démocratiquement ne prouve-t-elle pas que la démocratie, la révolution, l'insurrection ou les putschs militaires sont un échec garanti dans le monde noir en général et en Afrique
en particulier? Telle est donc la problématique de cette actualité en rapport avec le, 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 ce pays, hein. Alors, la première question que je voudrais poser à nos deux invités, d'abord au docteur Daniel Mengara. Comment, docteur Daniel Mengara, c'est la même question que je poserai au docteur Bruno Ben Moubamba, comment comprendre que Haïti, comme je disais, qui est la première république noire indépendante depuis 1884, 1804 plutôt, soit à la traîne. Et quand je parle de la traîne, je vais parler du retard économique, de l'extrême pauvreté, de l'insécurité, de l'instabilité politique, de la corruption, vous me permettez l'expression criante, des drames à répétition, l'effondrement culturel par rapport à sa voisine de la République dominicaine, qui ne cesse de se développer à vitesse grand V grâce à ses plages, ses stations balnéaires. Je peux citer aussi ses golfs. Alors, le combat, docteur Daniel Mengara d'abord, de libération de François-Dominique Toussaint, l'ouverture, valait-il vraiment la peine? Écoutez, vous me posez en fait une question complexe, hein, parce que la question d'Haïti, effectivement, nous pose, on va dire, une problématique fondamentale sur la question de cette négritude, hein, que nous représentons d'une certaine manière. Mais je crois qu'il faut simplifier ce débat. Parce que d'un côté, nous avons quelque part ce qu'on va appeler le syndrome du colonisé, hein, mais qu'il faut décortiquer en deux parties. On peut facilement tomber dans la facilité qui consiste à faire comme beaucoup, hein, pour dire « Oh, tout ce qui arrive à Haïti, c'est à cause des étrangers, c'est à cause des Américains, c'est à cause des Français. » C'est vrai en partie. Mais nous devons également effectivement nous interroger sur la question interne. Qu'est-ce qui fait que justement, ayant été la première république noire au monde, vous parlez de 1804, suite à une révolution libératrice où le noir a décidé de sortir du statut d'esclave pour affirmer sur la place publique, la place mondiale, non seulement son essence en tant que noir, mais sa dignité. Qu'est-ce qui fait que Haïti ne soit allé que de catastrophe en catastrophe, quand ce n'était pas des catastrophes naturelles, ce sont des catastrophes politiques, de dictature en dictature? Là, je pense, se posent les questions que peut-être les Haïtiens vont devoir d'abord élucider par eux-mêmes, parce qu'il appartiendra vraiment à cette population de s'interroger sur pourquoi, comment se fait-il qu'ils n'héritent que de ces personnes sans vision, sans fondamentaux sur les libertés publiques, et qui ont tendance à venir au pouvoir pour en fait envenimer les choses, aggraver les choses, alors qu'aujourd'hui, le débat pour Haïti, comme pour le reste de l'Afrique, c'est le débat de la démocratie. Qu'est-ce qui rend la démocratisation impossible dans un pays comme Haïti? Moi, je pense que ce n'est pas des questions sur lesquelles, moi, en tant que Mengara, auxquelles je peux apporter une réponse claire, mais je pense que ça va demander un débat. Est-ce qu'il y a une malédiction noire, africaine, qui ferait que, où que nous soyons, même dans le Nouveau Monde, vous avez parlé de la République dominicaine, c'est important parce que l'île d'Hispaniola, n'est-ce pas, donc qu'on appelait Saint-Domingue à l'époque, ben, elle s'est divisée en deux, d'un côté, la République dominicaine, de l'autre, Haïti. Mais tout va bien du côté de la République dominicaine. Mais rien ne va du côté d'Haïti. Donc, il va falloir décortiquer ce que moi je vais appeler le syndrome du colonisé, qui a deux facteurs là-dedans. Tendance à toujours remettre la faute sur le colonisateur pour expliquer ses malheurs, mais aussi la manière dont nous-mêmes nous gérons nos situations et nos décolonisations. Si on ne comprend pas bien ce syndrome, à mon avis, on n'aura même pas commencé à répondre à la question et la question restera toujours un mystère. Mais je pense que pour les Haïtiens, le débat se pose. Je n'ai pas suivi l'émission avec le monsieur Jean-Aimé, hein, le monsieur que vous avez invité, malheureusement. Je ne connais pas cet argument. Nous avons le poussé cette émission avec le docteur Jean-Philippe. Ah d'accord. Aimé, voilà. D'accord, donc j'étais pas encore d'accord. Donc écoutez, j'aurais bien aimé entendre son opinion là-dessus, mais je crois que c'est un débat
qui a besoin d'être tenu parce que c'est un débat qui n'est pas facile. La réponse n'est pas facile, mais la réponse passera toujours par ce phénomène que j'appelle le syndrome du colonisé, mais qui a deux composantes. Attention, je dis bien la composante qui consiste à toujours rejeter la faute de ses malheurs à l'étranger, donc à l'ancien colon ou aux Américains dans le cas d'Haïti, mais aussi le syndrome qui concerne nos propres comportements, nos propres psychologies et comment nous entreprenons la tâche de construction nationale. Parce que là, il y a des faillites énormes, mais qui ne doivent pas rester sans réponse. Bien, merci, docteur Daniel Megara. Alors, je dois aller du côté de Reims, où nous avons le docteur Bruno Bamba sur la même actualité haïtienne. Votre réaction? Tout d'abord, je tiens à vous remercier encore une fois de l'invitation que vous m'avez adressée et puis à saluer mon frère et compatriote Daniel Mengara, que je n'ai pas vu depuis plus de 10 ans, je crois, 2010, la dernière fois que je l'ai croisé aux États-Unis. Donc, mes salutations les plus fraternelles. Entre-temps, nous avons eu des parcours tout à fait différents et c'est heureux de se retrouver dans ce débat. Maintenant, sur la question précise d'Haïti, moi, je tiens quand même à mettre un bémol sur la déclaration, les propos du docteur Daniel Mengara. Il dit que le principal est d'abord cette question démocratique et les failles de notre propre espace politique et culturel qu'on peut appeler l'espace noir ou certains disent l'espace bantou africain. Je dirais trois choses. La première, c'est que Jovenel Moïse, le président assassiné, n'était pas un saint, mais il avait compris une chose, c'est que si les colons ont déporté autant d'esclaves à Haïti, notamment c'est parce que Haïti était une province où l'agriculture pouvait marcher de manière extrêmement crédible. Si on n'avait pas déporté tous ces Noirs à Haïti, on n'aurait pas eu ces guerres de libération, notamment du peuple noir contre le colon. Donc Jovenel Moïse, quand il arrive à la présidence d'Haïti, il lance un programme agricole et il oublie qu'il est d'abord le produit, et c'est là que je rejoins Daniel Mengara, c'est vrai, des contradictions internes à Haïti, il est le produit de l'ancien président Préval, je crois. Jovenel Moïse va devenir président grâce au soutien de l'argent de la corruption, et le premier acte qu'il va poser en devenant président, c'est de dire « moi, je vais lutter contre la corruption ». Évidemment, il se met à dos ce qu'on appelle les oligarques locaux haïtiens, que sont, comme au Gabon, les despotes, mais également les Syro-Libanais, et également les mulâtres, puisqu'il y a aussi un problème racial au sein d'Haïti. Vous avez parlé de Saint-Domingue. Les demi-blancs, ceux qui se considèrent comme les demi-blancs ou demi-noirs de l'État voisin de Saint-Domingue, les mulâtres, un terme vraiment impropre parce que ça fait animal, les mulâtres ou les métis ne considèrent pas les Noirs d'Haïti comme étant les maîtres de cette île, même s'ils sont majoritaires. Il y a un problème d'apartheid qui ne dit pas son nom. Donc, Jovenel Moïse a été combattu en interne par les forces de division raciale et politique sur un projet de développement de l'agriculture et également sur un projet de développement des programmes d'électricité, l'autosuffisance énergétique. Il a donc fait des erreurs géopolitiques en se rapprochant de la Russie, en se rapprochant de la Turquie, et donc ces erreurs ne lui ont pas été pardonnées. Voilà pourquoi, curieusement, un commando de mercenaires composé essentiellement de Colombiens, et on sait ce que c'est que la Colombie, hein, c'est les réseaux de la drogue, c'est quelque part des réseaux américains, mais aussi on y retrouve des Haïtiens américains. Donc il va être exécuté dans sa maison à 1 kilomètre de l'ambassade américaine, sans que l'ambassade américaine puisse intervenir. Donc il s'agit d'une exécution d'un homme qui aurait tourné le dos à ses parrains qui sont donc les héritiers des colons. Donc je ne voudrais pas me rallonger davantage, je voudrais dire ceci.
Je pense que, vous l'avez dit dans votre présentation, moi je fais partie de l'école politique qu'on pourrait qualifier de l'école du réalisme en politique. Je considère que les Noirs d'Haïti, comme les Noirs de l'Afrique, ont commis une erreur fondamentale par rapport à leur libération. Ils ont oublié une chose. Au commencement est l'argent et la force. Vous pouvez avoir toutes les idées démocratiques, nous voulons le changement, nous voulons la liberté, nous voulons la paix, mais si vous n'avez pas le contrôle des capitaux, c'est-à-dire le contrôle de l'argent, et si vous n'avez pas l'armée nationale, si vous n'avez pas une force de coercition et de défense du territoire, Haïti n'a pas d'armée. Haïti a eu des mercenaires, des tontons macoutes, des policiers de l'ONU, mais l'armée nationale d'Haïti n'existe pas. Pourquoi? Et c'est ma conclusion. Mais parce que dès le départ, les colons ont considéré que Haïti ne doit jamais se développer. Parce que ce pays qui a osé défier les colons, on doit le punir pour que justement la Guyane, les Antilles, la Guadeloupe et certains pays africains ne prennent pas modèle sur ce pays qui est pourtant très riche et que, en punissant de manière éternelle et permanente Haïti, aucune autre entité coloniale, notamment dans les dom-toms, ne puisse avoir l'idée, comme en Nouvelle-Calédonie, de se rebeller. Il y a donc, c'est vrai, une partie de responsabilité interne aux Haïtiens, sur fond de conflit racial entre les mulâtres et les noirs, si je peux m'exprimer ainsi, et puis des gens qui veulent punir Haïti pour cette guerre qu'ils ont menée contre la France jusqu'à ce que Napoléon puisse les punir. Voilà. Bien, merci, monsieur. Je pense que Daniel Mengara voulait réagir, docteur Jean-Aimé Boukédou. Je pense que Daniel Mengara voulait réagir. Excusez-moi, docteur Bruno Ben-Moamba, c'est moi qui ai le contrôle de l'émission, je lui donnerai la parole. Je voudrais d'abord rappeler à nos auditrices et auditeurs qui sont nombreux en ce moment à l'échelle du monde en train de nous écouter que je reçois le professeur Daniel Mengara qui est américano-gabonais, qui est professeur, j'ai oublié de le dire au début de l'émission, professeur de littérature et d'études francophones à Montclair State University. Je pense que j'ai bien prononcé docteur Daniel Mengara, c'est dans le New Jersey, donc aux États-Unis. Vous êtes aussi un grand connaisseur de la politique africaine. Alors, je voudrais aussi signaler que notre invité, le professeur Daniel Mengara, est le fondateur et président d'un mouvement politique dénommé Bongo doit partir, Modouam. Voilà, Bongo doit partir, Modouam. Et il est également le précurseur, j'ai dit bien le précurseur mondial du cyberactivisme à l'échelle donc du Gabon. Alors, depuis les années 1990, le docteur Daniel Mengara milite pour une mutation, si vous voulez, donc en termes donc du régime au Gabon, donc son pays d'origine, et il parle plus de, je cite, d'une révolution populaire. Donc, il est pour la révolution populaire. Quant à monsieur Bruno Ben-Moubamba, qui est en ligne depuis Reims, il est journaliste, il est philosophe franco-gabonais. Il est président d'un parti politique de l'opposition, dénommé donc ACR, donc l'Alliance pour le changement et le renouveau. Voilà. Monsieur Bruno Ben-Moubamba, je voudrais signaler aussi à nos auditrices que vous avez été 2 fois candidat à l'élection présidentielle dans votre pays. Et je signale aussi que en 2018, vous avez été élu conseiller de l'Assemblée départementale d'après nos recherches de Mouabi, c'est-à-dire au sud-ouest du Gabon. Mais je précise que vous n'avez jamais siégé selon nos sources locales. On parle d'opposant radical. Quand on parle de M. Bruno Ben-Moubamba, jusqu'en, je crois, août 2016. Ensuite, vous avez été nommé vice-premier ministre du président dictateur et très contesté Ali Bongo Ondimba à la surprise générale, je crois que c'était en octobre 2016. Et après une année d'exercice avec le lourd dossier de l'habitat, des affaires foncières et de l'urbanisme, vous avez été poussé à la sortie, vers la porte donc de sortie par le défunt Premier ministre gabonais
Franck Emmanuel Essoz-Ngond. Voilà. Voilà donc ce qu'on peut dire sur nos invités. Je précise aussi, chers auditeurs et chères auditrices, que l'objectif de ces débats que j'organise est de nourrir le débat politique et de démontrer la nécessité de débattre dans les pays d'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne et leur diaspora, au lieu de s'ignorer et de se combattre de manière irrationnelle. Donc, chères auditrices et auditeurs, nous voudrions encourager la confrontation des idées dans l'intérêt de l'avenir de l'Afrique en général et du Gabon en particulier, au lieu d'encourager ce que j'appelle donc les regards en chien de faïence. Voilà. In fine, chères auditrices et auditeurs, la politique, c'est le débat, comme on le constate dans les grandes puissances démocratiques, à l'instar de l'Afrique. L'Afrique aussi a des puissances démocratiques. Si vous allez au Ghana, vous allez voir qu'il y a des débats politiques. Vous allez en Afrique du Sud, il y a aussi des débats politiques. Et puis, dans les puissances démocratiques occidentales, à l'instar des États-Unis, là où se trouve le docteur Daniel Megara, en France aussi, là où se trouve donc notre deuxième invité, le docteur Bruno Ben-Mouamba. Je peux citer aussi le cas du Japon et du Canada, surtout le Canada que je connais assez bien. Donc voilà l'objectif de ce débat. Mais avant de poursuivre ce débat, je voudrais rappeler à nos deux invités, nos deux illustres personnalités, qu'il est souhaitable que ce débat soit harmonieux, respectueux, patriotique, qui ne traite que des thèmes ou des sujets, rien que des thèmes ou des sujets, tout en étant, bien sûr, bien entendu, un débat libre où chacun de vous peut exprimer ses convictions par rapport à votre pays donc le Gabon, et au reste du monde, comme nous l'avons fait avec le cas de Haïti. Par conséquent, chers invités, je compte sur votre sagesse et que je crois bien fondée sur un relativisme politique digne, considérant vos propres convictions idéologiques. Docteur Daniel Megara, sur Haïti, vous voudriez réagir? Oui, je voulais réagir parce que, bon, d'abord, je ne vois pas nécessairement la contradiction entre ce que M. Moubamba a dit et ce que j'ai dit, puisque je dis qu'à tout problème, et surtout quand il s'agit des pays anciennement colonisés comme nous avons toujours deux facettes au problème. Il y a une facette externe, mais il y a aussi une facette interne. Mais je n'aime pas tellement ce qu'on va appeler les discours circulaires. C'est-à-dire que si on arrive à une conclusion qui dit que il y a une machination internationale raciste qui a voulu que on ait dit qu'Haïti devienne la seule nation au monde qui ne sortira jamais du racisme et qui est donc condamnée sempiternellement à cette situation, bon, ça devient une conclusion grave pour moi. Vous voyez? Parce que moi, j'ai tendance à dire que les problèmes existent, les solutions à tous les problèmes existent, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé la bonne solution à un problème que le problème doit être considéré insoluble. Vous voyez? C'est peut-être qu'on a mal posé le problème au départ. Parce que si on doit conclure qu'il y a une malédiction contre Haïti, j'ai presque envie de dire qu'on pourrait aussi dire la même chose pour la plupart des pays africains en souffrance aujourd'hui. Pourtant, avec le temps et l'évolution du monde, on voit qu'il y a des exceptions par-ci par-là. Évidemment, nous parlons là de l'île d'Hispaniola. D'un côté ça marche, de l'autre ça ne marche pas. Mais regardez l'Afrique. Il y a des pays comme le Botswana, où les choses semblent aller bien. Le Ghana, où les choses semblent avancer. Est-ce qu'il n'y a pas la même malédiction coloniale sur ces pays? Prenons un pays similaire à Haïti, puisque M. Moubamba a bien fait d'amener le fait qu'il y a un problème racial en Haïti que les gens ignorent, parce que pendant un certain moment, et même la révolution haïtienne, elle était une révolution d'abord menée par les mulâtres, ce qu'on appelle les mulâtres, qui au départ avaient d'abord voulu négocier leur propre statut, et quand ils ont compris qu'ils ne pourraient jamais obtenir leur statut sans peut-être impliquer les Noirs, pur sang dans cette lutte-là, c'est devenu une lutte nationale. Mais quand l'indépendance est conquise, qui a le pouvoir politique au pays? C'est les mulâtres.
D'accord? Il a fallu du temps pour que les Noirs commencent à s'affirmer, évidemment. Ce qu'on appelle Papa Doc, Bébé Doc, était un peu cet élan révolutionnaire qui a commencé à mener les Noirs à diriger ce pays-là. Vous voyez? Mais la réalité d'un pays dominé par une minorité, on va dire blanchâtre, n'est pas exceptionnelle parce que j'ai envie de vous dire qu'en Afrique du Sud, nous avons connu une réalité similaire où des Blancs, une minorité blanche, raciale blanche, pur sang, a décidé que les Noirs n'accéderaient jamais au pouvoir dans ce pays-là, que les Noirs seraient leurs esclaves de manière sempiternelle, qu'ils seraient ceux qui dominent. Mais vous avez vu quand Mandela arrive au pouvoir, il a vu un problème qui était là. Il avait deux choix. Soit tout arracher aux Blancs, soit trouver une manière d'amener les Noirs graduellement à contrôler le pays. Et je crois que l'Afrique du Sud aujourd'hui est encore dans ce moment transitionnel, où on pourrait imaginer un jour que quand les marges économiques des Noirs se seront agrandies et qu'ils auront la capacité financière, économique de vraiment dominer dans le pays, à ce moment, ils auront un vrai pouvoir. Mais aujourd'hui, l'économie est encore un peu dans les mains des Blancs. Vous voyez? Mais c'est une réalité à construire. Ils avaient le choix entre tout casser pour affirmer fondamentalement les Noirs à 100% dans tous les domaines, ou gérer ça avec l'intelligence que Mandela a su utiliser, comprenant bien que c'était un problème grave, mais qui n'était peut-être pas soluble dans l'instant immédiat, mais qu'il fallait y travailler. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de malédiction. Nous devons essayer plutôt d'analyser pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi dans certains pays, on va parler du Gabon tout à l'heure, où nous avons tant de richesses, nous avons pourtant à côté tant de pauvreté. Donc il y a une réflexion fondamentale à mener, mais je ne suis pas toujours pour ces conclusions, on va dire circulaires, où on va faire un prononcement qui dit il y a eu une condamnation, une malédiction édictée par quelqu'un et il n'y a pas de solution. À tout problème, il faut une solution. Voilà pourquoi je dis que en Afrique comme en Haïti, il y a un débat national qui est nécessaire sur le pourquoi, n'est-ce pas, de cette situation qui fait que d'un côté, nous avons encore des gens influençant la politique interne, mais de l'autre, sur le plan interne, il y a des leaders qui n'aient pas encore su résoudre cette équation pour qu'au minimum, ils stabilisent le pays et l'amener à une situation similaire au pays voisin qui est la République dominicaine. Donc voilà, donc je ne suis pas totalement en désaccord avec M. Bouamba, mais je préfère éviter les conclusions circulaires. Voilà. Bien, nous allons avancer. Là, nous étions donc sur l'actualité haïtienne. Nous allons passer donc à la deuxième partie de cette émission, donc sur le thème que je vous ai présenté au début, sur l'Afrique noire, insurrection et exception gabonaise, l'instant de vérité avec le docteur Daniel Mingara et le docteur Bruno Ben Moubamba. Alors, par rapport à ce sujet, docteur Daniel Mingara, je voudrais vous rappeler que nous sommes sur la radio et télévision d'Enigma et en collaboration aussi avec Afrique 2050. Cette émission débat est retransmise en direct sur YouTube aussi et sur les autres plateformes numériques, par exemple Facebook. Alors, deuxième question la première question que je voulais d'abord vous poser par rapport, si vous voulez, donc, avant d'aller donc du côté de l'actualité gabonaise, mais ça a un rapport aussi avec le Gabon, Monsieur Bruno Ben Moumamba, on parle du pass sanitaire, voilà, le pass sanitaire, décidé par la France du président Emmanuel Macron. Et cette idée de passe sanitaire, comme vous le savez, a été rejetée par l'Allemagne d'Angela Merkel. Mais les pays africains, à l'instar du Gabon, du Togo, de la Côte d'Ivoire, on peut citer aussi les autres pays, risquent par mimétisme de copier ce projet pour l'imposer à leur population. Je dis bien à leur population. Alors, docteur Daniel Mingara, comment dirais-je, ma question est la suivante, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui affirment que le monde en général et votre pays, par exemple le Gabon en particulier, sont en train de rentrer dans une dictature sanitaire? D'abord, M. Moubamba, ensuite, Dr Daniel Mingara.
Docteur Jean-Aimé Moketou, docteur Daniel Mengara, bon, je crois que nous sommes parfaitement d'accord sur le fait que il ne s'agit pas dans notre débat de créer du manichéisme hein, entre les blancs, les noirs, le nord, le sud, l'est, l'ouest. La question n'est pas là. La question est celle-ci à mon humble avis, et ça rejoint la question sur le coronavirus. Oui ou non, y a-t-il une prophétie, ce qu'on appelle en psychologie sociale, une prophétie auto-réalisatrice sur l'Afrique en général et le monde noir? La réponse est oui, et tout le monde le sait. Quelle est cette prophétie auto-réalisatrice que certains appellent peut-être une malédiction? Mais en psychologie sociale, c'est une prophétie auto-réalisatrice. Les expériences ont été menées notamment aux États-Unis où on rassemblait les enfants dans des classes, on leur disait, bon, les enfants qui ont les yeux bleus sont plus intelligents que les enfants qui ont les yeux marrons. À ce moment-là, on voyait les résultats des enfants qui avaient été incriminés chuter. Et on refaisait l'expérience inverse, on disait, bon, les enfants qui ont les yeux marrons sont plus intelligents que les enfants qui ont les yeux bleus, et c'était les résultats des enfants aux yeux bleus qui chutaient. En l'occurrence, ici, il y a une prophétie auto-réalisatrice sur le continent africain et sur le continent noir qui date depuis le XVe siècle. C'est ce qu'on a appelé la bulle pontificale Romanus Pontifex du 8 janvier 1454 et toujours décret religieux, toujours conservé au Portugal, par lequel le pape Nicolas V ordonne au Portugal et à l'Espagne d'aller réduire les Noirs à la servitude perpétuelle, c'est-à-dire à l'esclavage à perpétuité. Cette bulle papale, cette fatwa catholique, et moi-même je suis chrétien, existe toujours au musée du Portugal, et moi-même je l'ai vu. C'est dire que, en réalité, dans le choc géopolitique, dans les batailles géopolitiques, Nicolas Sarkozy l'a dit, le président français, en 2007 à Dakar, l'homme africain, il nous a insultés à Dakar, l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Il a dit à la suite de philosophes comme Hegel, l'allemand, qui a dit l'Afrique est en dehors de l'histoire. Quelque part, et je conclus rapidement, il va de soi qu'il y a une prophétie auto-réalisatrice par laquelle, quand vous répétez à quelqu'un pendant des années qu'il est idiot, 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 il deviendra idiot. Mais si vous répétez à votre enfant, tu es intelligent, tu es beau, tu es magnifique, tu vas conquérir le monde, vous lui donnez des forces psychologiques pour devenir ce que vous dites qu'il peut devenir. En l'occurrence, sur Haïti ou sur la Covid-19, on a donc ici encore une fois une prophétie auto-réalisatrice qui a voulu que le coronavirus a commencé à Wuhan en Chine. On ne sait pas comment est né ce virus. Ensuite, il y a eu l'économie chinoise qui a commencé à s'effondrer parce que les usines chinoises ont arrêté de tourner. Et la Chine, ce sont les usines du monde. C'est là qu'on fabrique un peu tout depuis plusieurs années. En l'occurrence, la Chine est le principal financier de l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, un Éthiopien d'obédience communiste, lui-même est pro-chinois. On sait donc que la Chine a instrumentalisé l'OMS pour faire une sorte de contagion mondiale de la peur. Et il s'est passé, vous l'avez certainement entendu dire, il va y avoir des millions de morts sur le continent africain. Des millions de morts à cause du coronavirus. Alors, prophétie auto-réalisatrice qui ne sait pas. Oui, Michel, et alors, c'est une dictature sanitaire, bien entendu. On peut nous traiter après de complotistes. C'est la liberté. Si vous me permettez de conclure en une minute, docteur Moketou. Non, je voudrais raconter le débat, je ne coupe pas la parole. Permettez-moi de conclure en disant, oui, il s'agit pour moi d'une dictature sanitaire. Oui. Justement. On ne vous entend pas très bien, est-ce normal? Je vous entends parfaitement. Je voudrais qu'on revienne sur la question que je vous ai posée. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Je vous entends parfaitement. Est-ce que vous êtes d'accord quand on parle de dictature sanitaire?
Docteur Mingara, vous avez, puisque vous m'entendez, Monsieur Bruno Benmoubamba ne nous entend pas. Allez-y, docteur Daniel Mingara. Oui, c'est dommage. Alors, docteur Moketu, évidemment, je continue à vous rappeler que mon temps est plus ou moins limité, hein, donc je n'ai que jusqu'à peu près à la vingtaine de l'heure suivante pour être présent. Donc, il faudra aller vite. Vous savez, bon, je crois que la question, elle est simple. Hein. Alors, pour moi, les questions de dictature sanitaire... Bien entendu, docteur Jean-Aimé Moketu, nous sommes face à une dictature sanitaire parce que... Oui, monsieur Bruno Benmoubamba, on revient vers vous. Moi, on vous a perdu. Il y a monsieur très difficilement. Oui, docteur Bruno Benmoubamba, vous allez nous excuser. Tout à l'heure, nous avons eu un problème avec le réseau donc de Reims. Le docteur Daniel Mingara est en train de terminer son point de vue sur cette idée de dictature sanitaire. Et je souhaiterais qu'on reste dans les sujets, s'il vous plaît. Docteur Daniel Mingara. Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude d'aimer les gros mots. Hein. Dictature sanitaire, c'est une notion relative en fonction du contexte où vous le prononcez. Je veux aller dans le cas du Gabon. Il est clair que dans ce cas-là, je vais parler de dictature sanitaire. Pourquoi? Parce que nous avons des conditions telles que l'approche vis-à-vis du Covid au Gabon est chaotique. Chaotique pourquoi? Le Gabon ne dispose pas d'industrie du vaccin, première chose. Seconde chose, le Gabon ne compte que sur des dons pour vacciner ses populations. Troisième chose, nous n'avons au Gabon que des vaccins qui n'ont pas de traçabilité scientifique. Ça veut donc dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut inoculer aux Gabonais. Par la suite, devant cette situation déjà où nous ne savons même pas la capacité de vaccination du Gabon, hein, parce que Ali Bongo est venu l'autre jour faire un discours où il était content d'avoir vacciné 18 000 personnes. Mais qu'est-ce que 18 000 personnes valent dans un pays qu'ils disent eux-mêmes à peu près 2 millions d'habitants? Vous voyez? Donc, dans ces conditions-là, si vous édictez des règles, par exemple, qui disent aux gens, vous ne pouvez pas vous déplacer parce que tant que vous n'êtes pas vacciné, nous aboutissons en fait effectivement à une dictature sanitaire, mais qui n'a pas de but sanitaire, qui a plus un but de contrôle des populations, de leur capacité à se rassembler, de leur capacité à circuler. Et la conclusion, elle est à ce moment-là, sans détour. Mais j'ai envie aussi de dire que dans des pays un peu plus responsables, où on observe les libertés publiques, n'est-ce pas? On voit plutôt se développer des politiques qui essaient d'accompagner les gens dans le cadre d'un certain volontariat. C'est-à-dire, OK, on ne vous force pas à vous vacciner, mais si vous vous faites vacciner, vous avez quelque part une manière de pouvoir circuler plus librement parce que vous avez la preuve de votre vaccination. Et là, je crois que si aux États-Unis, on venait nous parler de passeport sanitaire, je crois que, bon, les Américains, d'habitude, ils n'aiment pas tellement ce genre d'idée. Mais techniquement, on ne pourrait pas parler de la même chose aux États-Unis qu'au Gabon. Ça ne peut pas devenir une dictature sanitaire dans des pays de grande liberté. Et vous voyez, déjà, vous-même, vous l'avez dit en France, dès qu'on veut imposer des choses comme ça en France, qu'est-ce que les gens font? Ils protestent parce qu'au moins là-bas, ils ont la capacité de protester. Donc, au Gabon, voilà pourquoi je dis qu'il faut relativiser la notion qu'il y a des pays où c'est véritablement une dictature sanitaire, mais il y a d'autres pays où il faut relativiser cette notion. D'accord. Monsieur Moubamba, désolé tout à l'heure. Vraiment, pardonnez-moi, mais moi je trouve qu'il ne faut pas relativiser le terme de dictature sanitaire. Pourquoi? Lorsqu'au Gabon, vous imposez au secteur privé d'aller se faire vacciner, sinon vous n'avez plus du travail, eh bien ça répond à ce que c'est qu'une dictature. Une dictature, c'est un autoritarisme qui n'a que faire de votre avis. Et c'est exactement ce qui se passe au Gabon dans le secteur privé. Lorsque, en France, on ment sur les chiffres, on donne l'impression que le fait d'avoir été élu, ça vous donne le droit d'imposer les choses sans la volonté populaire. C'est une dictature qu'il n'y a pas, à mon humble avis, à relativiser.
Savez-vous quels sont les chiffres officiels du coronavirus? En France, on a dit, depuis début 2020, il y a eu, on va dire, allez, en gros 100 000 morts. Vous savez quelles ont été quelle a été la majorité des gens qui sont morts? Eh bien, des gens de 80 ans. Voilà ceux qui sont morts. Officiellement, les gens autour de 50 ans, il y a eu 1000 morts. Les gens autour de 20 ans, il y a eu 15 morts. Est-ce pour autant qu'il faut imposer la vaccination à tout le monde? Eh bien, cela ne va pas de soi. Encore une fois, vous savez que moi, je relativise beaucoup la démocratie libérale. Le fait d'avoir été élu ou d'avoir le pouvoir d'État ne vous donne pas le droit d'imposer des choses sans des contre-pouvoirs. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est pourquoi, pour moi, c'est une dictature à 100% et qu'il faut combattre par le réveil des peuples et des consciences au niveau déjà national au Gabon. Je trouve que les gens acceptent trop facilement les choses, mais aussi au plan global, nous sommes face à un fascisme qui ne dit pas son nom. Moi, je vis dans un pays, aux États-Unis, où ce problème ne se pose pas parce que ici, justement, nous avons exactement les critères dont vous parlez, M. Moubamba, qui sont que le peuple jouit de son libre arbitre à ce niveau-là. Et vous voyez comment le président Biden est en train de souffrir à essayer de convaincre les Américains d'aller se faire vacciner. Parce qu'il y a des questions de choix qui relèvent évidemment de liberté publique, qui sont fondamentales aux États-Unis. Voilà pourquoi vous voyez que ce mot-là aura du mal à s'appliquer aux États-Unis parce que ici, il y a une autre approche. Vous voyez, voilà pourquoi nous parlons de relativiser. Pourquoi? Et quand je parle de relativiser, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a modèle et modèle. Il y a des modèles où justement on peut, on veut dire, concilier les libertés publiques, n'est-ce pas, et la question d'intérêt public qui est une question sanitaire. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc je ne vais pas appliquer, par exemple, cette terminologie aux États-Unis. Mais par contre, oui, le modèle français peut être un peu différent du modèle américain. Et voilà pourquoi la discussion aujourd'hui, n'est-ce pas, est de savoir comment nous pouvons articuler des politiques nationales qui servent l'objectif, n'est-ce pas, de la politique sanitaire qui est utile dans certains cas, comme vous l'avez dit, mais dans d'autres cas, soit aussi capable de tenir compte du fait que le citoyen doit toujours, à tout moment, être capable de décider de ce qu'il veut. S'il veut le vaccin, il le prend. S'il ne le veut pas, il assumera les conséquences de ce refus. Mais généralement, le libre arbitre doit être préservé à tout moment. Donc, quelqu'un parlant de la perspective américaine ne peut que relativiser la terminologie. Et en réalité, l'Amérique représentera toujours, pour beaucoup d'entre nous, dans ce contexte-là, le bon modèle. D'accord. Il suffirait de voir qu'au Gabon, nous sommes capables de ce modèle. Et là, nous sommes d'accord parce que je vous ai vu tout à l'heure dire que au niveau du Gabon, c'est forcément une dictature sanitaire. Sur ce plan-là, nous sommes d'accord parce que dans ce contexte-là, nous ne voyons pas pourquoi ça ne peut pas être une dictature sanitaire. Et je l'ai dit, je crois, dans mon propos de départ. Voilà. D'accord, très bien. Nous allons, chers invités, essayer d'avancer. Voilà, nous étions sur cette idée de dictature sanitaire que certains considèrent, par exemple, dans un pays comme la France. Alors, on va rester à l'échelle de votre pays, donc à l'échelle africaine. Alors, Monsieur Moubamba, Monsieur Mengara, comment un État comme le vôtre, c'est-à-dire le Gabon, à cheval, chères auditrices et auditeurs, sur l'Équateur, avec, s'il vous plaît, une population d'environ 1,8 million. Je crois que c'est le chiffre, en tant que géographe, que je vous donne. Il y a certains qui parleraient de 2 millions d'habitants. Un État d'Afrique centrale de 267 667 km², s'il vous plaît, couvert à 85% par la forêt équatoriale et qui dispose également de nombreuses richesses du sol et du sous-sol. À l'instar, je cite,
du pétrole, du manganèse, de l'or, du nickel, du phosphate, de l'uranium, et qui dispose aussi des élites intellectuelles. Nous avons pris le cas de Haïti, là nous sommes au Gabon, des élites intellectuelles, des élites politiques, des élites économiques, des élites spirituelles et des élites militaires, souvent surdiplômées. Nous avons deux cas ici, surdiplômés, voyez, et bien d'autres universitaires, chercheurs, membres de la société civile. Quand je parle de membres de la société civile, je peux citer Marc Ona Essangui, qui est connu à l'échelle du monde. Nous avons aussi les religieux, les hommes d'affaires. Alors, chers invités, M. Mengara, M. Moubamba, comment, je dis bien, les éléments et ou bien les membres de ces élites que je viens de citer peuvent-ils se faire, permettez-moi de l'adjectif que je vais utiliser, se faire neutraliser ou se faire rouler par une bande, chères auditrices et auditeurs, permettez-moi les mots, une bande d'imposteurs, des pieds nickelés, des inexpérimentés, des apprentis sorciers qui contrôlent désormais les sommets de l'État et les secrets de votre État. Alors, tout à l'heure, qui a pris la parole, je crois que c'était en première position, c'était Monsieur Moubamba, c'est ça? Donc, je vais d'abord donner la parole au professeur Daniel Mengara. Vous avez 4 minutes pour répondre à cette question, s'il vous plaît. Écoutez, là vous me parlez de parler des prémices d'une société qui se meurt de par ses propres mots. Les premières questions qu'on se posera toujours, hein, parce que vous parlez de questions de certains qui dominent d'autres. La question sera toujours celle-ci. Pour qu'il y ait un dominateur, il faut un dominé. Pour qu'il y ait un corrompu, il faut un corrupteur. Et pour qu'il y ait un corrupteur, il faut un corrompu. Nous parlons là d'abord d'une question de psychologie. Et comme vous parlez de l'élite, j'ai envie de dire que toutes les élites ne sont pas forcément morales. Et dès que vous avez cette situation d'immoralité dans certaines portions de l'élite, vous arrivez toujours à des compromissions qui vont saper la capacité de notre pays à se développer. Donc, sur ce plan, j'ai envie de dire que il nous faut toujours nous poser des questions fondamentales. Vous voyez, il y a parmi notre élite des différences fondamentales d'approche par rapport à la question justement de gouvernance et surtout celle qui concerne ce régime. Certains comme nous avons regardé ce qu'on appelle le PDG au Gabon. Nous avons vu qu'il n'y a aucun moment dans l'histoire du Gabon où le PDG pouvait être considéré comme bon pour la destinée nationale. À sa création en 1968, c'était le parti unique. On ne pouvait pas le définir comme bon. Mais j'estime que dès lors qu'on est arrivé en 1990, et qu'à partir de là, suite aux révolutions sociales, politiques qu'on a connues, que chacun d'entre nous était maintenant libre de décider s'il voulait continuer à adhérer à ce parti ou pas, à faire partie d'un gouvernement de criminels ou pas, nous étions dans un contexte où chacun d'entre nous, en tant qu'élite, devenait responsable non seulement de sa moralité, mais aussi de la moralité nationale. Et c'est là aussi que les différences auraient dû commencer à se créer entre ceux qui ont appartenu au régime et ceux qui se refusent à participer, on va dire, aux meurtrissures occasionnées par ce régime. Beaucoup d'entre nous avons regardé le système du dehors, on a conclu que c'était mauvais, on a choisi de ne pas y entrer. D'autres ont choisi d'y entrer, et je crois que c'est là que les questions de responsabilité individuelle doivent primer. Qu'est-ce qui fait que certains comme nous aient considéré, en regardant le régime PDG, qu'il ne peut pas être bon, qu'il n'a jamais été bon, que les Bongos ne peuvent rien faire de bon pour le Gabon, et en fait, nous, au BDP, on a conclu que tant qu'un Bongo était au pouvoir, rien de bon ne pouvait arriver au Gabon. Qu'est-ce qui a fait que d'autres ont voulu démentir, n'est-ce pas, cette prémisse pour nous prouver le contraire, soit aller participer avec les Bongos à la meurtrissure du Gabon. Donc pour moi, j'ai envie tout de suite de vous dire, Dr Moketou, que je ne fais pas partie de cette élite-là
qui a contribué à meurtrir la nation. Je fais plutôt partie de l'élite qui dit qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une rupture fondamentale entre ceux qui ont tué le Gabon et ceux qui veulent apporter des solutions durable à ce pays-là. Et la première condition du développement du Gabon, c'est la gouvernance. Tant que les Bongos sont au pouvoir au Gabon, rien de bon n'arrivera. Et cette conclusion, je crois, elle restera d'actualité. Et je crois qu'elle n'a pas encore été démentie depuis qu'au minimum, nous avons commencé l'époque du multipartisme au Gabon en 90, même si aujourd'hui, on ne peut pas encore parler de démocratie dans notre pays. Bien, merci, docteur Daniel Mégara. Nous allons aller du côté de Reims, où nous avons l'ancien vice-premier ministre du Gabon, monsieur Bruno Benbouamba. Sur la même question, votre réponse, vos 4 minutes? Pourquoi est-ce qu'un pays doté de ressources humaines intéressantes est-il maintenant dirigé par, comme vous l'avez dit, une bande de pieds nickelés? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec la qualification de pieds nickelés. Vous savez, moi, je fais partie de l'école du réel en philosophie. Je suis un aristotélicien, je ne suis pas un platonicien, c'est-à-dire un idéaliste qui pense que la vérité se trouve dans les idées. Je pense que, avec Aristote, que la vérité se trouve dans les actions et qu'il faut une connexion entre les idées et les actions afin d'arriver à ce qu'on appelle en politique le rapport de force favorable. Je pense que la politique consiste d'abord à un art de maîtriser les rapports de force. Je prends pour exemple, lorsque Albert Bernard Bongo est devenu président de la République, il a procédé à un changement métaphysique du pays. Et si vous ne maîtrisez pas les rapports de force mystiques et métaphysiques, vous ne pouvez pas avoir le contrôle politique. Donc, à partir du moment où vous comprenez que au Gabon, nous n'avons pas d'abord affaire à une guerre contre les Bongos, contre les Ping, contre les Mengara, contre les Mubamba, contre les Miboto, mais nous avons d'abord affaire à ce qu'on appelle des entités de la terreur, c'est-à-dire des réalités métaphysiques qui sont des concepts, des configurations qui étaient déjà là avant notre naissance et qui nous survivront si on ne prend pas gaffe. On ne comprendra jamais pourquoi, par exemple, Albert Bernard Bongo a créé le PDG. Pourquoi il l'a créé dans le Guélolo? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 3 jours qui ont précédé la création du PDG en 1968, le 12 mars 1968? On ne comprendra jamais pourquoi la première génération des PDGistes qu'on appelle les transgabonais sont venus nous sortir des théories telles que le progressisme démocratique et concerté, signé un intellectuel de l'époque, Ntutu Meman, qui aujourd'hui est un grand opposant auprès de Jean Ping. On ne comprendra jamais pourquoi aujourd'hui on va inaugurer des routes qui n'existent pas, les transgabonaises. On ne voit pas la mutation métaphysique qu'on est en train de faire. Lorsque Omar Bongo, à l'époque, dit « nous allons faire le transgabonais et s'il faut pactiser avec le diable, nous pactiserons avec le diable ». Je considère que l'élite gabonaise ne comprend pas que nous avons d'abord affaire à des entités militaires de la terreur, dont l'objectif est d'éradiquer l'âme du Gabon. Et vu dans cette perspective, nous ne pouvons pas affirmer qu'il y a d'un côté les opposants qui auraient un label de qualité et les pouvoiristes qui seraient plongés dans l'enfer et de qui ne pourrait rien sortir de bon. La preuve, c'est que le peuple gabonais, on peut donc le considérer comme inapte et immature, puisque en 2009, il va suivre un PDGiste devenu opposant en la personne d'André Baobam, et en 2016, il va suivre un PDGiste devenu opposant en la personne de Jean Ping. Donc, cela démontre quoi? Si nous sommes aujourd'hui contrôlés par ce que moi j'appelle des enfants soldats, des enfants sorciers, des Mwanamboka, des enfants tueurs, c'est parce que dans l'intelligentsia des réalités gabonaises, il n'y a pas encore des acteurs qui maîtrisent l'art des rapports de force. Mais pas seulement des rapports de force comme les Gabonais disent « on va se battre, je suis meilleur que toi, j'ai un plus gros phallus que toi », pardonnez-moi l'expression, mais les rapports de force qui sous-tendent
les piliers de la nation gabonaise, si je puis m'exprimer ainsi. Je conclue en disant ceci. Savez-vous que un homme comme moi, que vous avez connu dans les procès des biens mal acquis, les grèves de la faim, qui n'ont d'ailleurs pas été comprises, et tout le parcours avec l'Union nationale, vous ne pouvez pas comprendre mon action si vous n'avez pas la conscience du combat que nous devons mener contre les entités de la terreur, qui n'ont rien à voir avec les individus, mais dont les individus sont porteurs parfois. Lorsque je rentre au gouvernement, je rentre avec une intention précise, et seuls les philosophes me comprendront, d'ouvrir le feu de manière ontologique sur le système Bongo à l'intérieur. Laissez-moi conclure, s'il vous plaît. Et c'est exactement ce que j'ai fait lorsque vous m'avez vu au sein du gouvernement, ouvrir le feu à l'intérieur, que ce soit sur des débats comme le Fonds monétaire international, l'endettement qui a détruit le pays, et un certain nombre de débats par lesquels le feu a été mis au sein du gouvernement. C'était donc dans cette perspective qu'on connaît un peu dans le sud du Gabon, c'est-à-dire la maîtrise de l'art des serpents, des rapports de force, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'accord, Monsieur Moubamba, on vous a compris. Pardonnez-moi, nous devons permettre aux élites gabonaises de ne pas être uniquement dans l'imitation des Occidentaux et des Européens, mais de bien comprendre ce qui sous-tend la société gabonaise, parce que sinon nous n'évoluerons jamais. Monsieur Moubamba, vous avez débordé vos 4 minutes. On va essayer d'avancer. Il faut qu'on dise quelque chose là, parce que je crois que voilà justement ce qui embrouille les gens. J'ai envie de dire rapidement. Bien, mais merci, Monsieur Moubamba. Docteur Daniel Mégara, une réaction rapidement, en 1 minute, oui. Je ne vais pas partir bientôt, je n'ai que 10 minutes qui me restent là. Alors, voilà ce qui embrouille la politique au Gabon. Vous voyez, ça me gêne d'entendre Monsieur Moubamba nous sortir, j'ai envie de dire, des arguments mystiques pour expliquer des choses simples. Vous voyez, on n'a pas besoin de compliquer la politique nationale de cette manière, parce que je n'ai rien compris, alors là, pas du tout, à ce que M. Moubamba a voulu nous dire. Mais c'est cela votre problème, mon cher. Alors, et peut-être parce que je ne suis pas philosophe, donc je vais parler comme un Gabonais simple. Vous voyez, moi, mon problème, c'est ça. Je ne vois pas en quoi ça consolide le rapport de force entre l'opposition et le régime quand on fait le choix d'y entrer. M. Moubamba nous parle d'un feu qu'il a mis. Je ne me souviens pas avoir mis du feu. Je me souviens d'un monsieur qui était au gouvernement, qui a commencé à adopter un discours pro-Bongo et qui, par la suite, ne quitte le gouvernement que parce qu'on l'a démis, pas parce qu'il a constaté qu'il fallait qu'il en sorte. Donc, vous voyez, moi j'ai envie qu'on soit simple. Les gens doivent rester simples. C'est soit vous décidez que vous rentrez au gouvernement parce que ça constitue votre libre arbitre et une décision personnelle, ça va. Mais il ne faut pas mystifier des choses qui ne sont pas mystifiables. Ce sont des choix politiques parce que j'ai envie de dire, j'ai vécu dans la même réalité que M. Moubamba. Nous sommes exactement à quelques mois près du même âge. Nous avons en fait presque le même âge puisque nous sommes nés la même année. J'ai vécu les mêmes réalités. J'ai bu les mêmes eaux, je suppose, les mêmes discours que le régime, que les Bongos ont semés dans le pays. Et pourtant, j'ai fait le choix, malgré tout ça, de ne pas entrer et de ne pas composer avec ce régime. Donc, je voudrais qu'on reste simple. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de meilleur. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de meilleur. Ça par des arguments mystiques. Il n'y a rien à voir avec la théorie des serpents. C'est une question de théorie personnelle, de placement personnel, d'ambition personnelle. Quand on a fait le choix de manger, il faut l'assumer. Mais n'essayez pas de déguiser ce choix-là par des choses qui n'ont aucun sens. En politique, c'est une question souvent simple. Vous faites des choix qui, certainement, relèvent de votre libre arbitre, mais ne les compliquez pas en les maquillant par rapport à ceci ou cela, parce que pour moi, ça, on se perd dans ces discours-là. Vous êtes entré au gouvernement, assumez d'être allé composer avec les Bongos, mais n'essayez pas de maquiller ça comme une entreprise stratégique qui vous a amené au gouvernement pour on ne sait accomplir quoi que ce soit, alors qu'aujourd'hui, la réalité est là. Les Bongos sont toujours là, les Gabonais souffrent toujours, et il n'y a pas encore de solution. Les solutions, elles sont simples, c'est nous qui les compliquons, justement quand on explique la politique de cette manière. D'accord, merci docteur Daniel Mégara. Alors, en 30 secondes, Monsieur Moubamba, vous voulez réagir? Allez-y, on va passer à un autre sujet.
Vraiment rapidement. La différence entre le docteur Daniel Mengara et moi, c'est que moi, j'ai été candidat aux élections présidentielles de 2009. Il a tenté d'être candidat, il ne l'a pas été. J'ai été également candidat en 2016. Il a tenté d'être candidat, il ne l'a pas été. Cela ne fait pas de lui quelqu'un qui serait à une position moindre que la mienne. Mais cela veut dire que nous ne sommes pas de la même école. Je lui donne la liberté ou le choix de faire les siens et je ne les juge pas et je ne l'autorise pas non plus à juger les miens et à se parer d'une vertu que seul Dieu peut lui donner. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai fait ce que j'ai eu à faire en ma liberté, en conscience. Je n'ai donc pas de leçon à recevoir de quelqu'un d'autre. C'est mon choix, c'est mon libre arbitre. L'histoire jugera de qui a eu tort et qui a eu raison, mais je ne pense pas que cela donne l'autorisation au docteur Mengara de se parer des vertus de la sainteté. Quant au choix théologico-politique, c'est aussi un choix intellectuel. Je ne suis pas le seul à avoir une démarche théologico-politique. Il y a des grands savants occidentaux qui ont écrit, comme Maïmonide, sur le théologico-politique. Je vous renvoie à Gustav Jung sur les théories de la synchronicité. Et donc, la théologie politique n'est pas du tout contraire à la politique elle-même. Chacun fait ses choix et l'histoire tranche. D'accord. Nous allons avancer. Ça, c'est le Moubamba que j'ai envie d'entendre. C'est-à-dire celui qui assume, n'est-ce pas, frontalement ses choix en tant qu'homme de liberté et jouissant de son libre arbitre. Hein. Ça, c'est important. Mais l'idée de déguiser tout ça sur des théories, c'est là que ça me gêne. Donc, je suis d'accord avec vous, M. Moubamba. C'est très bien que vous l'ayez dit comme ça. Il faut assumer ses choix. Et là, nous sommes d'accord. Je vous en remercie. D'accord, nous allons changer de sujet, s'il vous plaît. Nous allons changer de sujet. Parlons maintenant de la culture, concernant toujours votre pays, le Gabon. Alors, ma question est simple. Docteur Daniel Mengara, docteur Bruno Ben Moubamba, le Gabon a-t-il une politique culturelle à promouvoir? Certains parlent de l'existence, je cite, de la civilisation bantoue. Pouvez-vous nous évoquer quelques-uns de ces fondamentaux? Alors, on commence par le philosophe ou le littéraire? Le philosophe d'abord. Bah oui, parce qu'au commencement est la philosophie, hein. N'oublions pas, au commencement de la civilisation gréco-romaine. Donc je prends la main, si le docteur Mengara me permet. Sur la civilisation bantoue, là encore, cela fait partie des points de désaccord avec le docteur Mengara, pour qui j'ai de l'estime intellectuellement et dont je respecte un certain nombre d'idées. Pas toutes, mais un certain nombre d'idées. Je crois que le monde bantou est justement l'objet d'une persécution multiséculaire sur lequel je ne vais pas m'étendre. Quand on dit je suis bantou, ça veut dire qu'on s'affirme être un homme. Batu, Muntu, dans les langues gabonaises, exprime la même réalité, celle de l'humanité. Donc, je considère que c'est cet humanisme au Gabon qui est le fondement de notre civilisation, si je puis m'exprimer ainsi. Il se trouve que cette civilisation gabonaise est combattue par, je pourrais dire, les entités militaires de la terreur, venues concrètement par les mers, que ce soit les Boued Villomèze avec les Français, les Portugais, avec Barthélemy Dias, avec les Hollandais. Le Gabon a été envahi militairement, on a créé des comptoirs commerciaux, on a divisé les ethnies, on a vidé la population, on a envoyé les gens en esclavage, on a même empêché sous les Bongos la création du centre des civilisations bantoues parce que quelque chose refuse la prise de conscience bantoue dans cette zone de l'Afrique. Une certaine idée de l'humanité ne doit pas émerger. Moi, j'ai été au gouvernement et je l'assume. Je l'assume, pourquoi? Parce que cela m'a permis de découvrir un certain nombre de secrets du Gabon qui vont me servir dans la suite de mon combat. Donc, j'ai pu découvrir un certain nombre de choses qui relèvent du secret d'État, mais je puis vous dire que notre pays est menacé. Il est même en voie de disparition, d'extinction totale. C'est le plan qui est en cours en ce moment. Ça passe justement. Pardon?
Vous voulez dire Mais sur sur le le plan plan culturel? culturel, le grand remplacement des Bantous est en cours au Gabon. La disparition de la culture bantoue est en cours. Vous avez la disparition des micro-ethnies qui n'existent plus. Vous avez l'exode rural, le syndrome d'Ovatu-Kumba. Vous avez une immigration incontrôlée. Vous avez dans les forêts du Cap Esterias, dans le nord, les frontières sont grignotées. Il y a des populations qui vont de plus en plus arriver avec le management politique en cours. Il y a un grand remplacement, y compris culturel, qui est en cours avec en arrière-fond la dictature sanitaire. Les Bantous sont en voie d'extinction en République gabonaise et c'est pour cela qu'il faut aussi une révolution culturelle. On vous a compris. Le littéraire professeur Daniel Mégara, la même question. Je vais parler simple, hein. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi M. Moubamba pense que nous sommes en désaccord, parce qu'il me semble que sur la question de la compréhension de ce que c'est que le Muntu, hein, le Bantou, je ne vois pas de désaccord sur l'analyse. Nous savons tous que la civilisation nègre principale d'Afrique, hein, c'est la civilisation Bantou. Et en fait, j'ai envie de dire que dans le mot Muntu, hein, donc l'homme, hein, cet Africain-là a mis réellement ce qu'on appelle l'homme au centre de l'équation humaine. Et cette orientation ontologique, philosophique, politique, a fait que l'évolution de l'Afrique a suivi vraiment un parcours qui l'a plus amené vers les valeurs humanistes que vers les valeurs matérialistes. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop, de toute façon, nous a dit. D'abord, dans ses études, Cheikh Anta Diop a été très surpris de voir que d'une ethnie à l'autre, d'une tribu à l'autre, il y avait des réalités tellement communes qu'on pouvait effectivement parler de civilisation nègre. Ce que les Européens ont souvent voulu nier, parce que les Européens ont voulu nous construire comme des entités isolées les unes des autres qui n'avaient pas d'interaction, alors que les autres, enfin, les gens qui ont étudié l'Afrique, voient qu'en fait, l'Africain pratique pratiquement de la même manière où que vous regardiez. La seule chose, c'est un peu les variations linguistiques et les manières peut-être d'habiller, les mêmes rites, les mêmes coutumes, mais en réalité, les fondements sont les mêmes. Donc, cette idée-là, il me semble que la question de l'humanisme, elle est fondamentale pour déjà la compréhension même de qui nous sommes et peut-être éventuellement la manière de voir comment nous pouvons inséminer nos approches de qui nous sommes, n'est-ce pas, avec ces valeurs-là. Mais là n'est pas le problème que j'ai avec l'approche de M. Moubamba. Mon problème est plutôt que ce que j'entends, ce sont des jérémiades sur ce que les autres décident sur nous. Vous voyez, tel a décidé ceci, les Européens ont fait ça, machin. Je ne vois pas la prise de responsabilité qui dit, OK, maintenant que nous avons compris ces réalités, est-ce qu'on reste au niveau des jérémiades sempiternelles où nous tournons en rond véritablement, ou est-ce que nous disons, nous avons compris le problème et voilà la solution au problème. Moi, Mengara, j'ai plus ou moins dépassé l'étape des jérémiades et c'est peut-être ça qui donne l'impression à mon frère Moubamba que nous ne sommes pas d'accord. La réalité, c'est que j'ai dépassé l'étape des jérémiades parce que mon niveau d'analyse me dit aujourd'hui l'Africain qui a compris justement tout ce que M. Moubamba dit doit proposer des solutions. Or, ce que j'entends, ce sont des jérémiades. Donc, voilà pourquoi nous avons un désaccord. Lui, il est dans la victimisation. Mais moi, j'estime que la victimisation, c'est l'ennemi le plus farouche de l'Africain. Rester dans cet esprit de victime et non pas dire, OK, je sais, voilà ce qu'on a fait de moi dans l'histoire. Et voilà mes réponses. Voilà mes démarches pour me libérer de cette réalité. Ça, je crois, c'est là où l'Africain doit se situer aujourd'hui. Monsieur Moubamba, en 30 secondes, rapidement, je vais prendre un autre thème. Oui, dans 30 secondes. Non, respectueusement, je pense que M. Mengara se trompe lorsqu'il parle de jérémiade et de victimisation. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit au contraire de réalisme. Savez-vous qu'en 2016, par exemple, le président Jean Ping et moi avions eu une discussion à Paris et je lui avais posé la question suivante. On était en avril ou mai 2016. Je lui ai dit, mais Monsieur le Président, vous me demandez de vous soutenir. Mais lorsque le pouvoir sortira les griffes et les dents, qu'allez-vous faire? Il sortait d'une rencontre avec les autorités françaises et à ce moment-là, nous savions déjà le dispositif France-africain sur le Gabon à l'occasion de ces élections. Ce que je veux dire en 30 secondes, c'est qu'il ne s'agit ni de jérémiade ni de victimisation lorsque nous dénonçons le coupable. Le coupable, c'est la France-Afrique.
Le coupable, c'est le colon. Moi, je suis français. Je discute avec des autorités françaises. J'ai vécu plus d'1 an en Russie. J'ai été invité au département d'État des Américains, enfin des États-Unis. Nous savons, Daniel Mengara et moi, de quoi il en retourne. Nous savons les conflits cachés derrière le manque de progrès des Africains, c'est-à-dire des dispositifs internationaux qui nous empêchent d'avancer. Donc, nous ne sommes pas dans la victimisation ou les jérémiades quand nous parlons de ce sujet. Nous disons tout simplement qu'il nous faut mener une stratégie de rapport de force qui soit visible et invisible. Et les rapports de force ne sont pas que visibles, ils sont invisibles. Et c'est pour ça que j'en appelle au réalisme. Il ne s'agit pas seulement de crier « je suis saint, je connais, les autres ne savent pas ». Il s'agit aussi de savoir agir au sein de la matrice de manière efficace et de peser sur les événements. Pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire sans pour autant que cela ne soit visible. Mais ça, c'est pas du réalisme, ça c'est plutôt la mythomanie politique, mon cher ami. C'est que vous n'êtes pas réaliste. Le réaliste, c'est celui qui reconnaît que nous sommes d'accord sur le constat. Ça, c'est important. Nous sommes tous d'accord sur tout ce que vous dites sur le constat, mais nous ne sommes pas d'accord sur rester sur ces constats sempiternellement. Il faut maintenant proposer des solutions. Et quand je vous entends, j'entends des récriminations, je n'entends pas les propositions. Vous restez très, en réalité, au-delà de ce qu'on attendrait de vous en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui dit voilà le problème et voilà la solution. Vous voyez, moi je suis concret. Je me dis au Gabon que par exemple pour résoudre l'équation des bongos au Gabon, j'ai dit qu'il nous faut une révolution de la rue. Et c'est ça qu'on doit organiser. Vous nous dites par exemple que vous préférez aller rentrer au gouvernement parce qu'il y a des mystiques derrière qu'on ne comprend pas. Alors qu'on voit que des peuples que quel que soit le... Non, vous caricaturez, docteur Mengara. Vous caricaturez. Ce sont les révolutions qui changent les régimes. Les régimes ne changent pas par eux-mêmes. Les régimes ne changent pas parce qu'on serait allé composer avec eux, ou négocier avec eux, ou entrer dans des gouvernements d'union nationale. Ils ne changent que dans les rapports de force, mais que vous, par exemple, par votre entrée au gouvernement, vous avez nullifié. Et c'est ça qui décrédibilise l'action de l'opposition au Gabon, malheureusement. Cher ami, je suis obligé de dire, il nous faut sortir de ces contradictions-là. C'est pas les deux en même temps. C'est soit on est dans une opposition radicale et on construit les instruments de cette opposition, on ne l'est pas. Mais quand vous nous entremêlez les deux, vous faussez le débat et vous embrouillez le débat. Et c'est ça que nous devons clarifier. Nous allons avancer. Merci pour ces réponses. Je n'ai plus que 2 minutes, docteur Mouketou. 2 minutes pour moi. Non, docteur Mouketou, permettez-moi en 30 secondes. 30 secondes, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Oui, un instant, je vous donnerai la parole. Il nous reste 35 minutes, voilà, de débat. J'ai encore. Non, il reste 2 minutes à Daniel Mengara. Je ne pourrais pas poursuivre le débat sans lui. Je sais comment. Excusez-moi, c'est moi qui ai le contrôle de l'émission. Alors, d'abord 30 secondes, docteur. Le débat, on n'a pas fini. On peut reprendre de manière un peu plus. On peut avoir 3 heures pour mieux faire ce débat. Allez-y, docteur Mengara, rapidement. Allez-y, docteur Mengara. Non, mais normalement, je devais réagir, docteur. On va réorganiser le débat où on aura 3 heures, voilà, total, parce que aujourd'hui, c'était un peu une décision que j'ai prise. D'accord, très bien. Monsieur Mengara, non, mais votre réaction? Oui, non, j'ai un droit de réponse quand même sur les propos de mon frère Daniel Mengara. Vous savez, c'est très facile pour le docteur Mengara, en tant que professeur du haut de sa chaire à New Jersey, de dire on doit faire ceci, on doit faire cela. La différence entre lui et moi, c'est que moi, j'ai pratiqué le terrain au Gabon, mais je ne minimise pas sa position. Je lui dis tout simplement que moi, depuis 1999, j'ai fait d'abord la société civile sur le terrain. J'ai été aux élections en 2009 sur le terrain. J'ai été sur le terrain en 2012-2013, mené les élections locales. J'ai essayé de travailler à l'UPG, essayé de participer aussi à des élections sanglantes. Donc, quand je parle de réalisme, je suis crédible. Je ne donne pas mes leçons du haut d'une chaire depuis Moscou, d'où je reviens, ou depuis Paris, ou depuis Washington. Je pense que Daniel Mengara est un homme très intelligent, je respecte son intelligence, mais je pense qu'il gagnerait aussi à s'imprégner des expériences des autres
qui ont mené une autre action que la sienne, celle du terrain, et qui ont pu obtenir un certain nombre de choses, pas depuis la sécurité américaine, mais sur le terrain, pas depuis les commentaires des ordinateurs, mais pendant que les balles sifflaient le 31 août, et pendant aussi que dans ce gouvernement, 99% du gouvernement dont on dit que Moubamba est entré, 99% de ce gouvernement souhaitait sa mort et travaillait à son exécution. Donc, je vous le dis, mon cher frère, il n'est pas si facile que ça d'entrer dans une assemblée de gens dont les 99% ont programmé votre mort. Je serais heureux quand même que derrière les critiques, vous saluiez quand même un tout petit peu le courage de votre frère qui est entré au sein. Si vous me permettez de terminer. Non, mais ne maniez pas des concepts un peu insultants tels que la mythomanie, parce que ceux qui ont inventé ce genre de concept contre Moubamba, ce sont justement des PDGistes comme Billy Bizet. Donc, je pense qu'il faut maîtriser les paroles qu'on a envers un contradicteur, ne pas tomber dans l'insulte. Mythomanie, je considère que c'est de l'insulte, et je pense que c'est un terme qu'il faut enlever et qu'il faut retirer. D'accord. Je constate cette réalité, je fais plus même de la terminologie, je le retire. Mais ça ne m'empêchera pas de dire ceci. Et ça, c'est très important. Vous me parlez d'action de terrain. Je ne vous entends pas. Vous me parlez d'action de terrain. C'est bien. Mais vous voyez, il y a quelqu'un comme Luc Bongonossi qui est un homme de terrain, qui n'a pas fait le choix qui est le vôtre, d'entrer au gouvernement, d'aller servir le régime. Vous voyez donc que pour moi, ce que vous avez fait sur le terrain, qui était admirable à l'époque, cher ami, et moi, je le concède, nous sommes de la même génération. Si vous vous en étiez limité à ça, je crois que oui, cette position que vous tenez a de la valeur. Parce que dans un autre milieu, on dira que ceux qui font ce genre de bruit se positionnent, ont tendance à faire du bruit pour se positionner. Et quand on a eu que 0,53% à une élection, où on dit avoir participé, et qu'on devient vice-premier ministre comme ça, avec un tel score, ça choque un peu. Mais la réalité aussi là, et ça je suis obligé de vous le dire, parce que je n'ai pas envie qu'on se méprenne sur ce que nous disons. La réalité, c'est que quand vous faites le pas, suite à une élection où on a tué des Gabonais, je vous le répète, en 2016, vous-même vous l'avez dit, on a tué des Gabonais qui se battaient pour leur liberté. Et que c'est dans ce moment-là que vous décidez que vous, par ce que vous appelez le réalisme, vous préférez rentrer dans le gouvernement de celui que vous insultiez hier et que vous commenciez même à qualifier comme quelqu'un qui fait du bon travail pour le Gabon et que par la suite, vous endossez avec lui et en complicité avec lui la mort de ces Gabonais qui sont morts au QG de Jamping, la mort de ces Gabonais qui meurent depuis des années pour ce combat-là. Vous voyez qu'automatiquement, des gens comme moi pourraient dire « Ah, peut-être que tout ce que vous aviez fait avant, qui avait sa valeur, n'était qu'un positionnement politique, et du coup, vous avez obtenu ce pourquoi vous avez travaillé. » Donc, je vous dirais que oui, vous avez peut-être raison, il y a des gens comme nous qui parlons de beaucoup et d'ailleurs, mais je crois aussi que les actions salutaires qu'on peut saluer de vous, ont été un peu nullifiés par ces décisions que vous aviez eues d'aller au gouvernement. Parce qu'il y en a d'autres au Gabon qui, eux, ont continué leur combat hors du régime, hors du gouvernement. Ils ne sont pas aujourd'hui des gens qu'on pourrait dire complices du régime. Donc moi, j'ai envie de dire que M. Moubamba, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je retire le mot mythomanie parce que c'est un peu déplacé, vous avez raison, mais je crois aussi que nous devons analyser pourquoi vous avez pris ce et si vous pensez vraiment que ça a aidé l'opposition, ou si vous ne pensez pas quelque part que ça a décrédibilisé ce que nous essayons d'accomplir, c'est-à-dire dans le cadre de la libération nationale. Voilà. Donc je vais vous laisser là, Dr Mouketou, mais je vous le dis, M. Moubamba pourra continuer à répondre, mais je vous le dis, Dr Mouketou, je suis prêt à un débat de 3 heures où j'aurai le temps. Je vous le promets, demain, après-demain, je serai disponible, mais je dois partir parce que je croyais qu'on finirait plus tôt. Mais là, je n'ai plus le temps. D'accord, on finit l'émission dans moins d'une demi-heure, docteur Daniel Mégara. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir honoré. Non, mais docteur Mouketou, il est impossible de... On ne peut pas finir. Un instant, s'il vous plaît.
c'est moi qui contrôle donc l'émission. Je Oui, vais mais vous il n'y a donner la pas parole. d'émission d'une demi-heure de plus s'il n'y a plus de débat. C'est ce que je voulais dire. Oui, nous Monsieur sommes en Boubamba, plein vous êtes débat d'accord pour justement. reprendre le débat, n'est-ce pas? Pour 3 heures ou pas? S'il vous plaît, nous allons essayer d'avancer. Nous Demandez. allons organiser d'autres débats. Je vous prendrai la prochaine fois, puisqu'il y a d'autres débats qui vont arriver. Ce n'est qu'un début, hein. Alors, je vais changer de sujet, il nous reste à peu près moins d'une demi-heure. Alors, docteur Daniel Megara, docteur Bruno Benmoubamba, parlons un peu de votre capitale, Libreville, la capitale donc du Gabon. Est-ce que cette capitale est-elle devenue donc la cour du roi Pito? Je précise bien. Comment, chers invités, percevez-vous, la mise à l'écart du dernier maire de Libreville, je crois que c'est Monsieur Eugène Ba, qui, dit-on, voulait ramener la bonne gouvernance dans les passations des marchés et le développement de la première ville du Gabon. Docteur Megara? Docteur Megara, votre réaction? Bon, nous allons prendre la réaction du docteur Bruno Benmoubamba. Bon, docteur Jean-Aimé Moketo, je vous ai dit que on ne peut pas faire une émission prévue pour un débat si l'autre partie du débat s'en va. Vous comprenez que ce serait absolument inélégant par rapport à l'autre partie. Vous comprenez? Écoutez, je voudrais pour respecter, si vous voulez, donc nos auditeurs, je voudrais vous prier, Monsieur Moubamba, pour qu'on puisse boucler cette émission dans moins d'une demi-heure. Alors, est-ce que laissons le débat de côté, Monsieur Mengara, j'espère qu'il en reviendra. Est-ce que, Monsieur Moubamba, je reprends, puisque vous avez été au gouvernement, vous avez une expérience politique, comme vous l'avez si bien dit. Est-ce que la capitale du Gabon, est-elle devenue la cour du roi Pito, vous me permettez l'expression, et comment, comme je disais, comment percevez-vous la mise à l'écart du dernier maire donc de cette capitale qu'on appelle Monsieur Eugène Ba, qui, dit-on, voulait ramener la bonne gouvernance dans cette capitale, dans les passations, par exemple, des marchés et le développement, si vous voulez, donc, de la première ville de votre pays, le Gabon. Monsieur Mbamba. Non, je répète encore une fois, docteur Jean-Aimé Moketo, nous avons organisé ce format d'émission dans le contexte d'un débat. S'il s'agit maintenant d'une interview de ma personne, je trouve le procédé un peu inélégant vis-à-vis du... Nous allons passer. Il y a le docteur Daniel Megara, je pense, qui est là. Docteur Megara, vous nous entendez? Bon. Docteur Megara, est-ce que vous nous entendez? Bien. Docteur Megara est parti, donc nous allons changer le format de cette émission, que nous allons terminer dans une quinzaine de minutes. Nous allons faire donc une interview. Alors, votre réponse, Monsieur Moubamba? Eh bien, puisque vous confirmez que le docteur Mengara n'a pas eu J'espère qu'il reviendra. C'est quelqu'un. Bon, il est tellement plus occupé que chacun de nous qu'il laisse l'émission en cours. Bon, c'est son choix. Ce que je peux dire, c'est que, en tout état de cause, dire que la mairie de Libreville est devenue la cour du roi Pito, cela va de soi. Libreville est une capitale qui ne compte que 3 boulevards. Le boulevard du bord de mer, le boulevard de la Voie Express et le boulevard Triomphal. Ce n'est même pas un quartier d'Abidjan. C'est 2/3 de bidonville. Voilà la capitale dont se glorifie la République gabonaise. Et donc, dans ce contexte-là, on ne peut que regretter le fait qu'il y ait du désordre au sein de la ville de Libreville, il y ait plutôt des choses claniques, des choses tribalistes, et que cette capitale ne puisse pas se développer. En l'occurrence, on va dire que l'ancien maire Eugène Ba a été congédié parce qu'il voulait faire de la bonne gouvernance, mais encore une fois,
ceux qui se parlent de toutes les vertus, et je ne veux pas les citer, j'ai eu un contradicteur tout à l'heure qui se considère comme un saint, mais je ne veux pas le citer, il n'est plus là, on pourrait dire, mais oui, on pourrait oublier que ce monsieur à qui on donne toutes les vertus, Eugène Bas, est un pédégiste. Ils ont fait les élections locales, ils les ont gagnées, entre guillemets, dans des conditions peu orthodoxes. Pourquoi devrait-on dire qu'il est meilleur que la femme qu'on installe aujourd'hui en dépit du bon sens et dans des conditions d'installation assez fantoches? Je pense que ce qui attire surtout au niveau de la mairie de Libreville, c'est surtout le pactole financier qui permet aux gens de s'emparer des contrats, des marchés, des taxes et de toute la corruption qu'il y a autour de la mairie de Libreville. On est là dans ce qu'on appelle les placements des hommes politiques afin de détourner le plus de fonds de la mairie de Libreville, dont le budget se situe aujourd'hui entre 20 et probablement 30 milliards de francs CFA. D'accord. Très bien. Merci, docteur Bruno Benbouma. Je voudrais m'excuser auprès de nos auditeurs qui sont nombreux en ce moment, qui nous écoutent à l'échelle du monde. Nous avons donc le docteur Bruno Benbouma en ligne et le docteur Daniel Mingara est parti parce que nous apprenons qu'il a un meeting Zoom en ce moment, meeting Zoom académique à 17h, 17h30, heure des États-Unis. Voilà, 17h30, donc la heure des États-Unis, il est 17h, je crois, 38 à Washington. Donc voilà, donc absence excusée du professeur Daniel Mingara parce qu'il a un meeting Zoom académique en ce moment. En tout cas, je m'excuse pour son absence et il nous a envoyé un message aussi d'excuses. Nous allons avancer donc avant de boucler cette émission sous forme d'interview avec l'ancien vice-premier ministre du Gabon, Monsieur Bruno Benbouma, qui est en ligne depuis Reims en France. Alors, nous allons changer de sujet, Monsieur Boubama. Parlons maintenant restons sur l'actualité de votre pays, hein, au sujet de l'élection présidentielle de 2023, donc dans votre pays, le Gabon. Monsieur Obama, comme vous le savez, peut-être vous le savez, hein, voilà, j'ai fait quelques recherches, tout le monde semble être, comment dirais-je, obnubilé par la future élection donc présidentielle de 2023 dans votre pays. On nous parle des acteurs politiques qui commencent déjà à se faire adouber à Paris, comme d'habitude. Hein. Voilà, nous sommes habitués, c'est pas un scoop. On nous parle de M. Barreau-Chambrier, de M. Alain-Claude Villebizé, de M. Pacom Mobélé. On nous parle aussi de M. Séraphin Mbonga, M. Casimir Oyemba, pour ne citer que ces noms. Alors, M. Obama, au lieu de défendre d'abord l'intérêt général du Gabon, cette attitude, M. Mobamba, ne vous choque-t-elle pas? Écoutez, ma réponse sera succincte. Toutes ces initiatives sont d'avance nulles et de nul effet. Encore une fois, je démontrerai dans le futur que ma grille de lecture est la bonne, la lecture des événements. Je pense que la plupart des acteurs politiques gabonais ont une mauvaise lecture du jeu parce qu'ils sont justement dans l'illuminisme. Ils sont aveuglés par la lumière de leur propre intelligence et ne voient pas du tout les tenants et les aboutissants du débat gabonais. Donc je vous le dis, et je finirai par là, il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2023. C'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Je n'ai pas de commentaire à faire. Vous n'avez pas de commentaire à faire. Alors, Monsieur Bruno Benbouma. Il n'y aura pas d'élection en 2023. Très bien, nous avons compris, Monsieur Bruno Benbouma. Alors, à quand la sortie de tous les prisonniers politiques dans notre pays, le Gabon? Le Gabon, je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs que ce pays se singularise par, comment dirais-je, une violation permanente des droits humains. Je parle bien des droits humains, notamment par l'emprisonnement
inhumain des acteurs liés à la crise électorale de 2016. Monsieur Moubamba. Écoutez, le grand sujet, c'est qu'il y a des prisonniers politiques qui ont, pour la plupart, défendu la candidature du président Jean Ping à l'élection présidentielle de 2016. Le plus emblématique est Bertrand Zibi. Comment se fait-il qu'il soit encore en prison avec un certain nombre d'activistes? C'est une vraie question. Je crois qu'il est temps de libérer les prisonniers. Il ne sert à rien de garder des gens en prison qui ont défendu la candidature Jean Ping, alors même que nous sommes à plus de 5 ans après cette élection présidentielle. Il est temps de libérer les prisonniers. Certains ont été libérés et la plupart ne le sont pas. Et il faut savoir aussi dans quelles conditions les prisonniers sont libérés. Le Gabon gagnerait à libérer en priorité les prisonniers politiques et c'est une urgence absolue. Et c'est ici que toutes les forces politiques, toutes les forces de la société civile, les forces vives de la nation doivent faire exercer une énorme pression sur le peuple, sur le pouvoir gabonais, afin que la plupart, si ce n'est tous, de ceux qui sont captifs en tant que prisonniers d'opinion puissent recouvrer la liberté. Bien. Merci, Monsieur Bruno Ben Moubamba. L'avant-dernière question. Parlons un peu restons dans cette actualité gabonaise. Au début, j'ai présenté le docteur Daniel Mingara qui est parti. Je vous ai présenté comme étant ancien vice-président de la République, donc très contesté à Congo Ondimba. Et vous êtes aussi président d'une formation politique de l'opposition qu'on appelle Alliance pour le changement et le renouveau. Vous avez été, comme vous l'avez si bien précisé dans le débat que vous avez eu avec le professeur Daniel Mingara, 2 fois candidat à l'élection présidentielle gabonaise le 30 août, je crois, le 30 août 2009 et le 27 août 2016. Voilà. Alors, justement, fort, comment dirais-je, du désordre politique que connaît votre pays, M. Bruno Ben Moubamba, au sommet, bien sûr. Pourriez-vous nous esquisser en quelques mots la vision politique, socio-économique et culturelle de votre parti? L'Alliance pour le changement et le renouveau ACR est née sur les ruines quelque part du combat que j'ai modestement engagé à l'Union du peuple gabonais entre 2012 et 2015. Il s'agissait, après la mort de son président, l'opposant historique Pierre Mamboundou, de faire en sorte que ce parti puisse se redresser et puisse présenter une candidature crédible à la future élection présidentielle de 2016. Cette position a été combattue, mais nous avons quand même repris le b.a.-ba de ce qu'on peut appeler le mamboundouisme, c'est-à-dire l'érection d'un État exemplaire au Gabon. Et notre vision politique, c'est le Gabon d'après. Le Gabon d'après quoi? Le Gabon d'après le despotisme, le Gabon d'après l'apocalypse, le Gabon d'après les bongos, le Gabon d'après toutes ces entités de la terreur qui empêchent le pays d'avancer, le Gabon d'après la pauvreté, le manque d'argent, le manque d'investissements structurants, toute cette paralysie qui bloque le pays. Au fond, ce mouvement qu'on pourrait appeler l'apréisme, c'est imaginons le Gabon d'après ce qui se passe depuis 1967 et peut-être même avant les indépendances, c'est-à-dire un pays qui n'arrive pas à progresser. Donc cela passe essentiellement d'abord par des réformes politiques, un État réformé, ensuite une stratégie économique qui est basée sur l'enrichissement des populations. Parce que le problème des Gabonais, en particulier, et des Africains en général, c'est qu'ils n'ont jamais eu de capitaux dans les mains. Donc l'idée est de faire du Gabon une place financière internationale, à l'échelle d'abord africaine,
mais également à l'échelle internationale, une place financière avec une stratégie de développement des zones franches. Et bien entendu, il y a aussi un projet culturel derrière le Gabon d'après, c'est refonder l'identité gabonaise, l'identité bantoue du Gabon, afin que la prochaine génération soit capable de porter ce pays vers ce qu'il devait être, c'est-à-dire un pays phare qui serve de modèle à toute l'Afrique. C'est essentiellement donc notre vision politique, le Gabon d'après, et ensuite nous avons une stratégie qui est contestée par les athées ou les matérialistes gabonais, c'est que nous avons une stratégie théologico-politique, à savoir que nous ne sommes pas dans l'exagération des concepts très occidentaux tels que la République. Nous croyons que le Gabon peut devenir un État original au Gabon qui soit fondé sur le panafricanisme, sur des valeurs bantoues ancestrales, sans pour autant que ce soit forcément des valeurs gréco-romaines, où on reprend des termes qu'on ne comprend pas soi-même. On parle de la Constitution, mais on ne respecte pas la Constitution. La République, on ne sait même pas ce que c'est. Il faut refonder le Gabon à partir de nos concepts. Et le premier concept culturel qui est important, c'est le concept du Muntu, sur lequel je suis parfaitement d'accord avec Daniel Mengara, le concept du Bantou, c'est-à-dire une certaine idée de l'humanité à travers la réforme des villages, le retour à la terre, le respect de l'environnement, la réconciliation avec la nature. D'accord. Alors, dernière question, ça a un rapport avec ce que j'appelle le tribalisme dans votre pays, le régionalisme, l'ethnicisme aussi. Alors, le professeur Daniel Mengara est parti, c'est une question que j'ai posée aussi, et j'aurais pu lui poser aussi, puisqu'il est originaire du nord du Gabon, dans la province ou bien la région du Wellington, et vous êtes originaire de Nié et du Nyanga, plus précisément, donc au sud-est du Gabon. Alors, je voulais vous poser la question suivante, et c'est la même question que je poserai la prochaine fois au docteur Daniel Mengara. Monsieur Bruno Ben Moumambaye, qu'est-ce que vous proposez pour sortir, comme je disais, des débats tribalistes, des débats régionaux, des débats ethniques qui empêchent le Gabon d'évoluer? Bien, il faut sortir du tribalisme et du régionalisme, notamment du choc nord-sud. Vous savez, il y a 3 plaques au Gabon, 3 plaques politiques. Il y a le sud-ouest, dont le leader naturel était Pierre Mamboundou, qui demande encore à être remplacé. Il y a la plaque du nord, dont le leader était naturellement André Baobam, qui demande aussi à être remplacé. Et il y a la plaque du sud-est, dont le leader était naturellement Omar Bongo, Albert Bernard Bongo, si on veut, et qui n'a toujours pas été remplacé valablement. Donc ces 3 plaques sont en train de se frotter. Il y a comme une sorte de guerre des plantations ou guerre des territoires. Il faut appeler un chat un chat. Et donc c'est comme si le Gabon était un démon à 3 têtes et que les 3 têtes se combattaient les unes les autres alors qu'elles font partie du même corps. Donc il faut absolument que les intellectuels, les hommes spirituels, et les hommes et les femmes politiques se mettent d'accord pour redéfinir l'identité de notre pays parce que nous ne savons pas qui nous sommes. On dit nous sommes le peuple gabonais, mais qu'est-ce que ça veut dire le peuple gabonais? En même temps qu'on dit que nous sommes le peuple gabonais, on est d'abord dans le repli identitaire. Les gens du Nord avec les gens du Nord, les gens du Sud plus ou moins, là encore c'est à vérifier avec les gens du Sud, et les gens du Sud-Ouest, en tout cas les gens du Sud-Est, toujours un peu apeurés par cette crainte de perdre leurs avantages. Donc on va tout faire pour régler le tribalisme en devenant un peu plus réaliste sur ce que nous sommes et en cherchant ensemble à redéfinir l'identité gabonaise. Parce que vous voyez bien même dans le procès qui est fait à Bruno Ben Moubamba des relents tribalistes. Parce que autant nous avons vu ceux qui critiquent les PDGistes passer dans vos émissions avec des PDGistes
qui s'appelait Ondo Ossa, repenti, hein, mais sans pour autant qu'on leur fasse le même procès qu'on fait à votre modeste invité. Vous avez des gens comme Franck Guéma, qui était au QG de Jean-Ping, qui est ministre des Sports. On n'a jamais entendu de procès sur lui comme celui qu'on fait contre Ben Moubamba. Et même on l'a vu André Baobam, qui était ministre de l'Intérieur, surnommé Prince des Ténèbres, grand ordonnateur de la répression sous le régime d'Omar Bongo, après 25 ans de pouvoir. Mais aussitôt qu'il a pris la veste d'opposant, tout le monde était debout derrière lui. Donc aujourd'hui, le procès fait à Bruno Ben Moubamba est parfois malhonnête parce qu'il ne tient pas compte tout simplement d'une réalité, celle de la rivalité territoriale entre le nord, le sud-ouest et le sud-est, parce que c'est de ça dont il s'agit et que personne ne veut nommer. Il y a des gens aujourd'hui qui combattent l'ancien vice-premier ministre, mais qui n'osent pas avouer que c'est soit par tribalisme en réalité, puisque les reproches qui lui sont faits ne sont pas faits à ceux d'un certain nombre de communautés qui ont eux-mêmes des membres dans les gouvernements, mais qui ne critiquent jamais. Donc aujourd'hui, on n'a pas à s'en plaindre, mais il faut être réaliste. Nous devons redéfinir qu'est-ce que c'est que l'identité gabonaise. Sinon, nous allons aller dans tous les sens et nous allons rester dans l'hypocrisie et nous n'allons pas avancer, puisque nous n'allons pas écouter un tel parce qu'il est du sud-ouest, nous n'allons pas écouter un tel parce qu'il est du sud-est, ce sont les bongos, ils doivent partir, et nous n'allons pas non plus écouter un tel du nord parce qu'il est du nord. Donc aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Qu'est-ce que c'est qu'être gabonais? Quelle est la matrice de cet État et vers où allons-nous? Voilà pour moi la vraie question, mais je préfère ne pas m'étendre davantage. Je vous remercie de m'avoir invité. Bien, merci Monsieur Bruno Ben Moubamba, très sincèrement d'avoir honoré notre invitation. Vous avez accepté d'aller jusqu'au bout donc de cette émission, au début qui était une émission débat, ensuite qui s'est transformée sous forme d'émission d'interview, suite au départ du docteur Daniel Megara, qui est, d'après les informations que nous avons reçues, qu'il nous a envoyées, qu'il est en plein meeting donc Zoom académique avec donc son université et ses collègues donc de l'université. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Ben Moubamba. Mais avant de vous libérer, je voulais vous demander, est-ce que vous avez un message particulier à vous, que vous aimeriez présenter à vos compatriotes et pourquoi pas aux autres Africains, aux autres communautés qui nous écoutent, parce que cette émission sur la radio et télévision des NIGBA et en collaboration avec Afrique 2050 et sur nos autres réseaux sociaux parle, si vous voulez, et écoutez à l'échelle du monde. Votre message, Monsieur Moubamba? L'Afrique est en mutation. L'Afrique était dans les chaînes jusqu'ici, du nord au sud, de l'Afrique, de l'est à l'ouest de l'Afrique, francophone notamment et subsaharienne en général, les choses bougent. Le Mali est en pleine mutation, la force Barkhane se replie sur le Niger, la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo vient de rentrer, la République centrafricaine qui est dans des drames depuis des décennies cherche à se redéfinir, la République démocratique du Congo a un nouveau président qui semble avoir une vision, le Congo et le Gabon se cherchent, le Cameroun également. Moi, je veux dire deux choses pour finir. D'une part, à l'attention des jeunes Africains, c'est le moment de redéfinir l'Afrique. Nous devons être attentifs aux grandes mutations qui sont en train de se dérouler en Afrique. Et au Gabon également, nous devons faire attention, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons éviter une chose. Moi, je mets en garde les Gabonaises et les Gabonais et les Africaines et les Africains contre ce que moi j'appelle les illuminés politiques. Les illuminés et ceux qui ont des comportements angéliques sont très dangereux en politique. Les Khmers rouges étaient des illuminés. C'étaient des gens qui avaient un idéalisme puritain dont l'objectif était de créer des sociétés pures. Derrière, il y a eu le génocide au Cambodge. Ils ont tué tout le monde. Les nazis étaient des illuminés. Ils voulaient purifier l'Allemagne.
Derrière, ils ont causé 50 millions de morts. Les révolutions même religieuses telles que la révolution luthérienne a emmené des guerres de religion. Méfions-nous de ceux qui viennent avec des discours angéliques, donneurs de leçons, qui pensent savoir toute la vérité, mais qui manquent de réalisme. Derrière eux, souhaitons que ce ne soit pas des aventures comme on a vu au Cambodge, où on voit il y a un adage qui dit « qui fait l'ange fait la bête ». Lorsque nous sommes trop puritains, trop idéalistes, trop purificateurs, derrière peut se cacher le totalitarisme, les règlements de compte. Et moi, je salue la réconciliation qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce que enfin, en Côte d'Ivoire, ils ont compris que tous les morts qu'ils ont causés par leur obstination idéalistique depuis 2002, depuis la coupure du pays jusqu'à Marcoussis, jusqu'en 2011, cela n'a fait que faire reculer la Côte d'Ivoire. Et moi, je constate qu'il y a des pays comme le Mali ou bien la Centrafrique, on peut en penser ce qu'on veut, il y a quand même un réalisme, avec une approche notamment théologico-politique au Mali. Donc, je conclurai en disant, développons l'Afrique, développons le Gabon avec des idées réalistes et pas des idées idéalistiques et angéliques derrière lesquelles se cache le totalitarisme tel que le nazisme, eh bien, les Khmers rouges et autres révolutions puritaines, intolérantes, où la première des choses qu'on fait en prenant le pouvoir, c'est de tuer tout le monde, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et ça, je mets en garde les Gabonaises et les Gabonais, les Africaines et les Africains contre cela. C'est mon dernier message. Bien. Merci, Monsieur Bruno Benbouamba, encore d'avoir honoré notre invitation. Je voudrais remercier également le docteur Daniel Megara qui est avec nous, qui est parti pour des raisons d'ordre académique. En tout cas, merci encore, Monsieur Moubamba, et merci à nos auditrices et auditeurs qui restent fidèles à notre émission depuis plus de 12 ans, je dis bien depuis plus de 12 ans que nous animons donc cette émission. Et je vous dis à très bientôt et vous rappelez que les débats ne font que commencer. Nous allons recevoir aussi les autres personnalités politiques, même ceux qui sont du côté du camp de Monsieur Ali Bongo, Monsieur le président togolais, le docteur Alassane Ouattara et les autres seront invités donc sur cette émission et ils seront en face des opposants africains. Merci et à très bientôt.